médecins lui ont dit qu'il serait impossible qu'elle remarche un jour, qu'elle recourt, qu'elle vive normalement. Et pourtant, elle en a décidé autrement. Aujourd'hui les amis, on va découvrir l'histoire de Aude. Aude, c'est une nana qui a eu un accident en étant enfant et à qui on a dit « tu vas plus jamais vivre comme une enfant comme les autres ». Elle va se battre pour s'accrocher à ses rêves, s'accrocher à sa vision et créer une vie 100% selon ses propres termes. Une histoire et une interview bouleversante, inspirante, ultra puissante pour vous donner les clés les amis de réaliser vos rêves de gosse. Je vous laisse tout de suite avec mon entrevue avec Aude et je vous souhaite un excellent visionnage. Laissez un énorme like et je vous donne rendez-vous dans la vidéo. A tout de suite. Eh bien le bonjour. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Aude avec nous, une femme libre, passionnée, influente, amour et quantique. Elle va nous raconter son histoire de la chaise roulante au marathon de Paris. Aude, ça va? Oui, très bien, merci. Merci pour cette belle présentation. T'es en forme? Toujours en excellence. Comment ça se passe en ce moment un petit peu, ces airs de confinement? Ça va de ton côté? Tu tiens le coup? Je le vis bien, je le vis plutôt bien. Je saisis l'opportunité pour avancer sur des projets que j'avais mis à l'arrêt. Voilà, je le vis bien. Aujourd'hui, Aude est entre autres coach Instagram. Tu as plus de 50 000 personnes qui te suivent au quotidien sur les réseaux et tu aides les gens, petites entreprises, marques personnelles, à se développer sur les réseaux. Et tu m'as contacté en me disant « il faut que je te partage un truc de fou ». Ma vie est une histoire incroyable, je devrais en faire un bouquin et je suis sûr que ça va te faire kiffer. J'ai expressément pas cherché à avoir beaucoup plus d'informations pour découvrir tout ça en direct avec vous tous. C'est quoi ces histoires-là du fauteuil roulant au marathon? Raconte-nous un petit peu, Aude. Eh bien, comme tu l'as dit, je m'appelle donc Aude, je suis une femme libre, passionnée, amour et quantique. Et je suis aussi une femme avec une prothèse du col du fémur à la hanche droite. J'ai eu un accident de ski à l'âge de 12 ans et cet accident de ski m'a paralysée pendant de longues années. J'ai passé une grande partie de ma préadolescence à l'hôpital, dans un centre de rééducation, et je suis restée en position assise et principalement allongée sur un lit roulant en attendant que mon chirurgien trouve une solution pour m'installer soit des broches ou une prothèse pour me permettre de remarcher. Une solution, c'est-à-dire qu'à l'époque, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on te dit, toi? Ou Eh qu'est-ce bien, qu'on en dit à tes fait, parents? Quel est le niveau d'information d'ailleurs qui filtre? Ça peut être intéressant, ça. alors si tu veux, je peux reprendre l'histoire du début. Raconte. Donc, du coup, comme je te disais, j'ai eu un accident de ski à l'âge de 12 ans. Donc, on était en classe de neige avec mon école et c'était le premier jour du séjour. Et puis, je faisais partie de ceux qui étaient plutôt à l'aise sur les skis. Donc, du coup, pour rentrer le soir au chalet, eh bien, on est rentré en hors-piste. Et il arrive ce moment où on est face à une plaque de verglas et il faut passer cette plaque de verglas pour atteindre la piste juste derrière. Et tous mes camarades passent cette plaque de verglas, mais moi, je suis prise d'une peur absolue. Et donc, du coup, voilà, je suis freinée, mais du coup, je passe quand même, je décide de me lancer. Et au moment de me lancer, eh bien, du coup, je finis sur la piste du dessous. Et quand j'ouvre les yeux, bien, c'est un pompier qui était face à moi. Et donc, du coup, ce pompier m'annonce que nous allons faire un tour d'hélicoptère. Donc, j'étais plutôt heureuse parce que du coup, j'avais jamais fait d'hélicoptère. Mais en fait, je m'aperçois vite que ma douleur est tellement intense que je n'allais pas pouvoir profiter de ce cadeau. Okay. Et donc, du coup, je referme les yeux et quand je les réouvre, je suis à l'hôpital et prise de forte douleur, je comprends, le chirurgien m'annonce que j'ai une fracture du col du fémur à la hanche droite et que j'allais rester allongée le temps qu'il trouve une solution. Donc le col du fémur pour tout le monde qui a bac-2 en anatomie, ouais. Donc ça c'est la hanche et là c'est ce qui permet du coup d'articuler la hanche et donc c'est cette partie-là qui était brisée et donc du coup sans cette partie-là du coup je peux pas tenir debout ni avancer. Donc du coup pas debout, pas marcher, finir pas la course assise même. Rien en fait, même pas Rien. assise. Allongée. On te dit ça à 12 ans?
Alors oui, le chirurgien a été très clair. Il a été très clair. Il m'a demandé, enfin, il m'a annoncé que j'allais rester allongée le temps que l'on trouve une solution. Donc la première solution, c'était l'installation de broches. Donc j'ai dû attendre parce que comme j'étais très jeune et donc comme tu le disais, en fait les fractures du col du fémur, c'est quelque chose qui arrive plutôt chez les personnes âgées. Donc du coup, c'est pour ça que c'est ce qui explique pourquoi j'ai été un cobaye pendant 2 ans parce que mon cas était plutôt unique. Je suis passée dans les mains de plusieurs kinés. J'étais souvent le cobaye de leur examen final d'ailleurs parce que mon cas était unique et une fracture du col du fémur chez une adolescente, ça s'était rarement vu. Donc du coup, on est quand même passé par les broches. Ils n'avaient pas encore visualiser la pose de prothèse parce que c'est quand même une opération qui est lourde avec une lourde rééducation. Et lorsqu'on m'a installé les broches, et bien, du coup, j'ai pu me relever, seulement je boitais fortement, j'ai boité et je n'arrivais pas à remarcher normalement. Donc ça a duré plusieurs mois. Donc j'étais au centre de rééducation, j'habitais sur place, je rentrais pas chez moi le soir. J'allais à l'école la journée, je me faisais manipuler par les kinés la journée et puis du coup le soir, j'étais avec mes camarades qui étaient donc du coup tous handicapés comme moi, qui étaient paralysés comme moi, qui étaient assistés comme moi, qui étaient sous perfusion comme moi et qui attendaient en fait tous des verdicts. Donc moi pendant 2 ans, j'ai été dans l'attente de savoir si j'allais remarcher, dans l'attente de savoir si j'allais vivre assise ou debout, dans l'attente d'un retour de mon chirurgien. J'attendais des rapports de kiné, j'attendais juste des nouvelles. Et en attendant, je me faisais manipuler par les kinés. Et donc ça a du coup, duré quelques... ta vie d'enfant, ta vie normale de petite fille, elle s'est volatilisée à partir du moment où tu as cet accident, quoi, finalement. Ce tour d'hélicoptère t'a enlevé ta vie de petite fille normale. Je sais pas si aujourd'hui, maintenant que je prends du recul, ça me l'a enlevé ou alors ça fait de moi une petite fille avec une histoire authentique et avec unique. quelque chose de différent, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, ta vie d'enfant normal a changé à partir de ce moment-là. Parce Elle a que pris quand tu nous dis que virage. tu vas à l'école, ça va être une école adaptée, une école spécialisée. Ça va être comment ça va se passer? Alors du coup, j'étais à l'école pendant 2 ans au centre de rééducation. Comme je te disais, je dormais là-bas la journée, j'allais en cours et je me faisais manipuler la journée. Donc c'était des cours à distance. J'ai passé ma scolarité via le CNED. Donc du coup, on allait quand même en classe. On avait des profs. La seule différence, c'est qu'au lieu d'être assise sur des chaises, j'étais allongée et puis j'avais des camarades assis en fauteuil. Donc Enfin voilà. tes copains d'école de quand tu as 12 ans, terminés quoi. Tu les vois plus, tu les as plus dans ta vie, ça se passe. C'est tout ça fini. change, Je quoi. rentre dans un nouveau réseau. J'ai un tout nouveau réseau Comment tu le vis ça? en fait, Émotionnellement, à ce moment-là, toi, tu te dis quoi quand tu as 12 ans, qu'on te dit tu marcheras plus, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu prends conscience quand même de tout ça ou pas? alors en fait, quand le chirurgien m'a annoncé que j'allais sûrement être amputée, c'est ma première prise de conscience. Vu que je vivais déjà avec, tous mes copains, mes copines étaient déjà tous handicapés ou paralysés, du coup, je me suis fait une raison, j'ai relativisé et je me suis dit que c'était OK si mon histoire devait se passer avec une jambe amputée ou assise ou allongée, finalement, c'est OK parce que autour de moi, j'avais des gens forts, j'avais des personnes courageuses, j'avais des personnes Quand tu même qui étais étaient au nées centre de rééducation, c'est ça? tout à fait au centre de Et rééducation. avant ça, quand tu dois aller au centre de rééducation et qu'on t'enlève entre guillemets un peu de ta vie normale, à ce moment-là, comment tu te sens et qu'est-ce que tu te dis? En fait, j'arrive pas à situer la transition Mhm. entre le moment où j'ai l'accident et le moment où je suis au centre de rééducation parce que c'est très rapide. En fait, au moment où je me suis réveillée à l'hôpital, on m'a annoncé que j'allais plus rentrer, que je n'allais plus rentrer chez moi. Donc, j'ai été transférée de la piste de ski à un centre parisien. Et donc, immédiatement, j'ai compris la transition et ça s'est passé très rapidement. Donc, du coup, j'ai pas eu le temps de me dire, j'ai perdu mon réseau. Enfin, ce qui m'importait et ce qui importait ma famille, c'était surtout est-ce que j'allais pouvoir remarcher. Donc, finalement, le réseau, tu vois, je l'ai reçu. J'ai reçu très facilement. Et du coup, ces enfants-là, directement, j'imagine que ça crée des relations, vous discutez, beaucoup de bienveillance dans cette transition un peu de vie là-bas. Comment ça se passe? Eh bien, en fait, j'ai l'impression que c'est un monde dans un autre monde. Les discussions sont en effet en toute bienveillance. Et finalement, ces personnes-là, elles rêvent beaucoup.
Et leur seul objectif, c'est de tout mettre en œuvre pour réaliser ses rêves. Donc, c'est de guérir, c'est de pouvoir remarcher pour faire ci, c'est de pouvoir récupérer la mobilité des mains. Voilà, c'est que des objectifs précis pour pouvoir récupérer un maximum, pour retourner très rapidement, le plus rapidement possible à une vie normale. C'est Et des gens donc, qui ont des problèmes physiques, du coup, comme toi, genre les bras, les mains, les jambes. C'est les oui. mêmes typologies de problématiques, ouais. Tout à fait. Il y avait des personnes qui étaient petites de taille, leurs jambes ne grandissaient plus, donc du coup ils étaient venus installer des machines autour de leurs jambes pour les faire grandir. Donc chaque semaine ils se faisaient visser des machines autour de leurs jambes. Il y a des personnes paralysées qui étaient en fauteuil roulant électrique. Il y avait des personnes qui avaient des problèmes de dos, donc du coup il y avait beaucoup d'opérations de scoliose, etc. Donc des grosses rééducations. Il y avait des personnes qui étaient handicapées de naissance. Voilà, de tout type de pathologie. Tu te dis pas à un moment donné, merde, qu'est-ce que je fous là, quoi? Non, Genre, jamais. parce qu'il y a des gens, tu te dis, ils ont été handicapés un peu de naissance, etc. Alors que toi, bah, finalement, tu as eu un accident. Tu ressens jamais cette distanciation où tu te dis, merde, c'est ma nouvelle réalité, c'est ma nouvelle vie. Est-ce que tu as cette prise de conscience ou pas quand tu es enfant? En fait, dans l'action même, ça va tellement vite. Ma préoccupation, c'est surtout de me concentrer sur ma rééducation, sur le fait de continuer à avoir une vie sociale. Donc, du coup, je ne pense pas au passé. J'ai pas vraiment eu le temps de penser au passé. Vraiment, mes priorités, c'était, OK, être assidu à mes cours de kiné, ne surtout pas les louper, attendre une bonne surprise, une bonne nouvelle à chaque cours, essayer d'être le plus assidu possible à l'école pour vraiment, même le fait d'être à distance, pour ne pas prendre de retard. J'ai pas le temps de me poser toutes ces questions. Vraiment, mon objectif, c'était d'avancer et de surtout sortir de ce centre le plus rapidement possible. Et à ce moment-là, du coup, tu es une enfant plutôt. T'as le smile, t'as l'énergie, t'as une vision plutôt. T'es une nana plutôt positive. Ou au contraire, c'est dur et le moral est en bas. Comment ça se passe à ce moment-là? Bah, en fait, j'ai souvent porté des masques en public, à l'école, avec mes amis. Je faisais croire que tout allait bien. Mais en fait, dès que je me retrouvais dans ma chambre, bah, j'étais triste, je me sentais seule, je me demandais pourquoi ça m'arrivait à moi. C'était un peu l'incompréhension. Donc, non, j'étais heureuse en public, mais au fond de moi, j'étais profondément triste. Et surtout dans la compréhension, pourquoi est-ce que c'est aussi long? Pourquoi je vois pas ma famille? Pourquoi je grandis pas chez moi? Pourquoi? En fait, ce qui me perturbait aussi, c'était de comprendre que mon cas était tellement unique que du coup, je voyais mes camarades rentrer après moi et sortir avant moi. Et donc, du coup, je faisais partie des anciens au centre de rééducation. Et c'est surtout ça qui était dur à gérer émotionnellement. Et tes parents, ta famille, ton entourage à ce moment-là, qu'est-ce que eux vont te dire? Comment est-ce qu'ils vont te rassurer en étant eux-mêmes, à mon avis, perdus avec aucune idée de ce qui est en train de se passer? Comment ça va se passer ça? Alors, en fait, la relation avec mes parents, elle n'est pas hyper fusionnelle. Mon père est décédé quelques mois avant que j'ai mon accident. Et avec ma mère, c'était pas l'amour fou. Donc, du coup, j'ai passé plusieurs mois sans voir ma famille. Tu te retrouves Je me suis toute habituée seule? comme ça. Et en fait, ce qui était cool, c'est qu'il y avait de la solidarité avec les jeunes sur place. C'est que quand ils recevaient de la visite de leur famille, et ben du coup, j'avais le droit de participer à leur visite, quoi. Donc, je faisais connaissance avec la famille des autres. Pas trop. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, toi en tant qu'enfant? Bah, Quelle déjà, question je tu te comprends poses que je suis pas justement? très proche de ma famille. Ouais, quand Je tu fais vois ça, les autres, du coup. je vois la différence entre ma relation et celle des autres. Ça, je pose des mots sur ma relation, sur ma situation. Et puis finalement, bah, je m'occupe autrement. Je cherche à rentrer en contact avec des personnes qui, eux aussi, ne reçoivent pas souvent de famille. Et puis, on T'as crée des perdu en liens. termes Et de puis, connexion? pardon, On tu t'a peux perdu un répéter la peu. question? C'est bon, t'es de retour avec nous, t'es connecté, Je t'es suis de là? retour. Je suis là. Ouais, ok, super. Et du coup, tu disais, c'est au moment où tu as commencé ta phrase, du coup, et puis on t'a perdu. Dis-nous tout.
Je disais que du coup, je cherchais à créer des liens avec des personnes qui, comme moi, ne recevaient pas beaucoup de visites ou voilà, avaient du temps à m'accorder. Et du coup, Hmm. on crée un noyau d'amis, soit que leurs parents, parce comme c'était un grand centre de rééducation pour les pathologies, pour un type de pathologie, ben, il y a des personnes qui venaient d'autres pays. Et donc, du coup, il y a un Ouais. noyau qui s'est créé avec des personnes qui avaient leurs parents à l'étranger, par exemple. Qui avait Donc moins là, de voilà, visites et donc comme toi, vous viviez un peu le même truc, quoi. tout à fait. Et, c'est pas trop dur. Enfin, ça a l'air, mais ça a l'air abominable ton truc. T'as 12 ans, on t'enlève ta capacité de marcher, on te fait vivre des trucs un peu extrêmes et en plus tu te retrouves eh bien, un peu seul, éloigné de tes parents, de tes relations. Tu te dis quoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui te donne un peu la lumière au bout du tunnel? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à tenir et à garder un peu cette espèce de joie de vivre, même si elle est uniquement en public? Je saurais pas dire si j'ai réussi à avoir à garder la joie de vivre. En tout cas, Hmm. mon objectif était clair, était précis, c'était de guérir et de sortir. C'était ça mon objectif. C'était ça Et ma force, tu même sais quand je dire me un peu, tu sais trouver le moteur de ça? Ce qui t'a donné cette force de vivre? pendant pendant oui, oui, mon objectif, c'était de retrouver le plus rapidement possible une vie normale, déjà de remarcher. Et ensuite, quand j'ai remarché, ben, c'était de pouvoir courir. Et ensuite, quand j'ai pu courir, c'était de réaliser mes rêves. Donc, une fois que que l'on m'a posé la prothèse, eh bien, il s'est passé plusieurs mois où du coup, j'étais toujours en position allongée. Ensuite, je suis passée en position assise à mi-temps. Et de cette position assise à mi-temps, j'avais le droit de me mettre debout par intermittence, 1 à 2 fois par semaine. Et ensuite, j'ai réappris à marcher. J'ai réappris à fermer la selle. J'ai réappris à aller aux toilettes toute seule. J'ai réappris à sortir de mon lit. J'ai réappris voilà, à aller de mon lit à la salle de bain pour me laver toute seule. Et en fait, quand tu commences à sentir une évolution, à sentir que tu commences à guérir, eh bien, ça te donne la force. En tout cas, ça m'a donné la force pour continuer jusqu'à la sortie du centre. La sortie du centre, c'était une libération. Et ensuite, voilà, recréer des liens avec des amis à l'extérieur, essayer de créer un réseau solide au collège. Mais en fait, quand je vais sortir de ce centre de rééducation, donc après plusieurs années, eh ben en fait, je vais pas en parler autour de moi, tu vois, à mes amis au collège, au lycée, au travail, même là, jusqu'à Tu récemment, vas rentrer à l'âge de 12 ans du coup et tu vas sortir à peu près vers 14 ans, c'est ça? 15 ans. 15 De ans. l'âge de 12 ans, j'ai pu remarcher et courir à l'âge de 15 ans. Et entre-temps, j'ai subi 3 opérations et j'ai été manipulée 7 jours sur 7 par des kinés. Et la prothèse, c'est 1 an. Du pose de la prothèse au fait de pouvoir marcher, ça a duré à peu près 1 an, c'est ça? Alors en fait, au départ, pardon, au départ, Ils ont pardon, essayé avec les broches. au Il n'y a départ, pas de problème. on m'a posé des broches. Et les broches, Hmm. c'était un échec. Donc, entre la première pose des broches et la première prothèse, il s'est passé 1 an. Et ensuite, on m'a posé une première prothèse. Et ensuite, on m'en a proposé une deuxième parce que l'évolution de la matière des prothèses s'est faite le temps de ma rééducation. Donc, on m'a changé à considérer que c'était plus judicieux de la changer pendant mon temps de convalescence. Donc, à chaque fois, il faut savoir qu'une rééducation de prothèse du col de fémur, c'est entre 6 mois à 1 an. En fait, Hmm. voilà, on ne peut pas sortir de l'opération et se relever immédiatement. Et puis, c'est des fortes douleurs. C'est des fortes douleurs. J'étais allongée sur un lit avec des bandes qui sur mes 2 jambes, telle une momie. Et mes bandes étaient tirées par des poids au bout du lit pour vraiment créer une traction au niveau de mes jambes pour que le jour où je remarche, voilà, il y a l'effet recherché. Et donc, tout ça, ça a créé de pas très jolies marques sur mes jambes. Mais finalement, tout ça, tu vois, c'est des détails. Ces détails, tant qu'au bout, il y a la possibilité de vivre debout. C'était ça, en fait, mon attente, vivre assise ou vivre debout. Donc, tant qu'il y a la finalité, c'est pas grave. Tout le reste, c'était OK. T'as déjà douté un jour de pouvoir remarcher? Oui, oui, parce que le chirurgien était clair avec moi. Il a été clair pendant plus d'1 an que j'allais pas pouvoir remarcher normalement, que j'allais pouvoir être amputée à tout moment. Donc oui, mais en fait,
voilà, donc j'ai eu le droit à cette vie de fauteuil roulant dans la vie civile, où je me garais sur des places de parking handicapées, ou quand tu arrives, la place est prise, quand tu vas dans les centres commerciaux, il n'y a pas de place pour toi. Enfin, toutes ces problématiques, je les ai vécues, et parce que en fait, le peu de fois où je voyais ma famille, ils essayaient de m'habituer à vivre ainsi, à me créer un rythme de vie au cas où ça se passe de cette manière. Parce que du coup, tu vas sortir, tu seras 100% valide ou pas? Quand je sors définitivement du centre de rééducation, je marche bien. Euh, Normalement. je Mais tu fais marche des sorties pendant, peut-être. et les sorties pendant, donc je sortais peut-être une fois tous les 3-4 mois, un week-end. C'est le chirurgien qui avait demandé ça, à ce que je commence à me réhabituer à la vie extérieure. Et c'est là où on a essayé de m'habituer à ce À une rythme de vie vie au handicapée, cas où. quoi. Hmm. Tout à fait. Et en sortant, donc du coup, de manière définitive, je courais pas encore. C'est avec la pratique. Euh, donc tu vois, entre la marche et la course définitive, il s'est passé une course en boitant moins, jusqu'à une course rapide, jusqu'au sprint. Il s'est passé Forrest Gump, quoi. plusieurs étapes. Exactement. Tout à fait. Hmm. Comme Forrest Gump. Et c'est incroyable quand même tout ça. Et à ce moment-là, du coup, quand on te dit que la prothèse c'est bon et que tu te revois marcher, qu'est-ce que tu vis? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Alors, on m'a annoncé que la prothèse c'était bon, ok, c'était cool, c'était super, je marchais, mais en fait, c'est à tout moment je peux retourner sur la table d'opération parce que du coup une prothèse ça se change, donc du coup je me suis déjà réopérée il y a une dizaine d'années pour installer une prothèse plus solide. Donc en fait, à tout moment, si j'écoute pas mon corps, si je prends trop de poids, si voilà, si à la moindre douleur, je fais pas la pause nécessaire pour laisser mon corps se reposer, si je suis insolente avec mon corps, eh bien je retournerai sur cette table d'opération. Donc en fait, j'ai une différence parce que du coup, au quotidien, ça m'arrive d'avoir des douleurs. Pendant mes entraînements au sport, j'ai aussi des douleurs. Quand je fais mes lacets, ben, je me baisse d'une manière différente. J'ai une mobilité réduite à 60%. Donc, du coup, ben, il y a des positions que je ne peux pas adapter, comme des positions toutes simples, des positions méditation, par exemple. Tu vois, le yoga, je m'inscris jamais au yoga parce qu'il y a les 3/4 des mouvements que je peux pas faire. Mais c'est OK. En fait, c'est un rythme de vie qui est, du coup, organisé depuis Différent, toutes quoi. ces années. Ju- Et c'est juste, Justement, du coup, c'est pour ça, et c'est un peu ce qui nous amène à faire cette interview aujourd'hui, c'est que tu as décidé de ne pas en rester là. Tu as décidé que tu n'allais pas, allais bouger un peu le destin, tu allais chambouler un peu, bousculer le destin. Euh, tu veux te remettre à courir du coup, et qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi un peu le parcours du combattant du coup de recommencer à marcher jusqu'à commencer à courir, jusqu'à devenir sportive? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi ce Alors parcours-là? en fait, quand j'ai commencé à recourir, donc avec ces fameuses étapes dont je t'ai parlé, donc courir en boitant, en boitant moins, Et tu courir vis quoi à ce sprint. moment-là? Tu vis genre redécouvrir ta liberté, redécouvrir les À ce plaisirs de moment-là, la oui, je vie? me suis sentie libre. C'est vraiment la définition de la liberté. C'est OK, maintenant que je peux courir, je vais rattraper toutes ces années perdues où j'ai pas pu courir, où j'ai pas pu marcher, où j'étais bloquée. Donc là, c'était vraiment mon seul objectif, c'est dès que j'avais un rêve, c'était de tout faire pour le réaliser. Et là, le premier rêve qui m'est venu, le premier rêve que j'ai déclaré avec mes copines au centre de rééducation, c'était quand j'allais sortir, un jour, j'allais courir le marathon de Paris. Et donc, du coup, je me suis inscrite il y a 2 ans au marathon de Paris. J'ai mis du temps à le faire, mais en tout cas, je l'ai fait. Et je me suis donc du coup entraînée pendant plusieurs mois, à raison de 5 à 6 entraînements par semaine. Et en fait, en réalisant cette course, c'était une revanche pour moi, une revanche sur la vie que je prenais, et vraiment pour mettre un point d'honneur à toutes les annonces que j'ai eues de mes chirurgiens, de mes kinés, de la famille, etc. C'était aussi mettre un point d'honneur pour vraiment créer un avant-après l'histoire confinée du coup en centre de rééducation et ma liberté. C'était vraiment un point d'honneur à me dire voilà, ok, je vais courir ces 42 km 195, je vais passer la ligne d'arrivée en bonne santé, parce que c'était ça aussi surtout l'objectif, c'était certes finir, mais c'était aussi de ne pas me faire mal pendant la course. Hmm. Et c'est de montrer à ma famille
montrer à mes proches et surtout montrer à mes fils, et bien du coup que je suis une femme forte, je suis une femme guérie et que du coup lorsqu'on a des objectifs, il suffit juste d'avoir l'idée, de mettre les actions en place et de départ, je me mets, j'ai un mais évidemment, pas tant de le finir, parce que ça, si je le finissais pas, c'était ok, mais c'était surtout de pas me faire mal. Et donc, du coup, j'appuie sur ce bouton qui me rend forte, qui me rend puissante, qui me rend sportive de haut niveau. Et quand je passe cette ligne d'arrivée, il y a vraiment ce sentiment de liberté. C'est ok, je laisse tout ça derrière, je laisse tout le passé, toutes ces années de galère, assise, allongée, tout ce que tu veux. Et là, je suis une nouvelle personne. Et donc, juste après, quelques mois plus tard, je me suis inscrite au CrossFit. Donc, du coup, je fais une activité sportive régulière à forte intensité. Et donc là, pareil, je cherche à exceller, je cherche à m'inscrire à des compétitions. Je commence à passer mes premiers mouvements de gym. Donc, mon corps se retrouve, ma hanche se retrouve dans de nouvelles situations. Je fais face à mon manque de mobilité. Donc, comment gérer ce manque de mobilité et comment surtout faire comment être et que ça ne se voit pas. En fait, ce qui me dérangeait, ce que je voulais, c'est surtout que ça ne se voit pas autour de moi. J'avais surtout pas envie qu'on me demande pourquoi tu as moins de mobilité. D'être considéré comme une valide, quoi, finalement. Même, en fait, c'est pour ça que je t'ai fait ma demande. C'est que encore il y a quelques semaines, pour moi, c'était mon passé, c'était pas une force pour moi. Mon passé, j'avais honte d'en parler, d'avoir une prothèse. Mais comment ça, t'es différente, t'as été à l'école ailleurs, donc j'ai jamais fait de mon passé une force, j'ai jamais fait j'ai toujours caché en fait mon histoire. Il y a des personnes qui m'ont connue pendant des années, qui n'ont jamais entendu parler de cette histoire. C'est quand j'ai partagé récemment ces annonces-là sur les réseaux sociaux que certains ont compris, mais j'en fais pas une publicité, quoi. C'est mon histoire, je la garde pour moi, limite un peu gênée. Je fais toujours en sorte pour que ça ne se voit pas. Avant qu'on en parle de ça, j'aimerais que tu me racontes un petit peu comment toi tu vis ça en tant que jeune meuf de 15 ou 16 ans. Est-ce que tu vas avoir du coup cette adolescence, cette jeune vie de femme adulte normale? Est-ce que tu vas dater? Est-ce que tu vas aller au lycée comme n'importe quel lycéen? Ou est-ce que au contraire ça va avoir des séquelles peut-être émotionnelles sur toi, sur ton développement? Comment est-ce que tu vas te sentir? Comment est-ce que tu vas grandir? Alors, dans mon adolescence, j'ai toujours eu de très, très gros groupes d'amis. J'ai toujours fait partie des gros groupes d'amis, très entourés. Je pense que j'ai toujours justement cherché à ne plus être seule. Donc, j'ai toujours eu plein d'amis. J'ai toujours été entourée. On sortait beaucoup la journée, la nuit, 7 jours sur 7. J'étais souvent invitée. Par contre, je ne datais pas. Dès que je sentais qu'un homme voulait plus que de l'amitié avec moi, je fuyais parce qu'en fait, pour moi, dater, ça faisait synonyme de nudité, et nudité, ça faisait synonyme de montrer mes cicatrices, et montrer mes cicatrices, c'est synonyme de devoir raconter mon histoire. Et donc tout ça, pour moi, c'était hors de question. Donc même encore parfois, il y a peu de temps, tu vois, mes cicatrices, elles sont assez imposantes. C'est pas comme ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des tout petits points. J'ai une amie qui s'est fait opérer de la hanche dernièrement, elle a un tout petit point. Non, moi, c'est des grosses balafres. Et donc, du coup, quand je me mets en maillot de bain, même à la plage, jusqu'à peu, j'étais hyper complexée parce que surtout, en fait, j'avais peur qu'on me demande pourquoi. Donc, même si finalement, ça se voit pas tant que ça parce qu'avec le temps, elles se sont estompées, elles sont quand même là. Donc, non, je ne datais pas, mais par contre, j'avais un très gros groupe d'amis parce que j'ai cherché à rattraper ce temps perdu. Je voulais être le plus de temps possible dehors, être présente à tous les événements, voilà, que l'on me connaisse. À ce moment-là où tu es encore au centre de rééducation, c'est quoi tes rêves? Marcher, j'en doute pas, ça doit être le premier. Mais est-ce que tu rêvais à autre chose ou vraiment il n'y avait que ça dans ta tête? Alors, au début, quand j'étais au centre, c'était marcher. Ensuite, quand je suis sortie, c'était courir. Et quand j'ai couru, en fait, mon objectif, c'est depuis très très jeune, ça a été de vivre mes rêves. Donc dès que j'ai une idée, je fonce de tête baissée, je ne cherche pas à réfléchir si c'est faisable, pas faisable, qui me suit, qui me donne son accord.
En fait, ça a fait de moi une femme déterminée. J'ai envie de profiter le plus possible des opportunités qui se présentent à moi. Et surtout, voilà, dès que j'ai une idée, de voyager. J'ai quitté la France pour habiter à Londres quelques années. J'avais envie de voir autre chose. Quand je suis revenue, j'ai eu envie de créer un commerce. Donc, j'ai créé un commerce, j'ai créé un business. J'ai eu envie, voilà, je réalise mes rêves. Aujourd'hui, j'avais envie de devenir digital nomade. Je le suis. Et mon prochain objectif, c'est de pouvoir faire le tour du monde tout en gagnant mon argent. J'ai vraiment envie de profiter de la vie pleinement pour vraiment rattraper ce temps perdu. Et ma démarche avec toi aujourd'hui, c'est ça, en fait. Ça met vraiment un point d'honneur. Pour moi, après cette interview, ce sera vraiment un point d'honneur. OK, cacher mon histoire, ça sert à rien. Ça peut servir à d'autres personnes, finalement. Aujourd'hui, ça fait de moi une femme forte, une femme déterminée, une femme puissante. Alors, est-ce que je vais pas pouvoir aussi avancer dans ma mission de vie qui est d'inspirer les autres à vivre leur rêve en réalisant le mien, en faisant cette démarche avec toi? Qu'est-ce qui t'a fait cacher ça? De quoi pourquoi est-ce que tu es rentré dans cette dynamique de cacher tes émotions, de cacher ton passé? Quel poids tu portais en ne pas vouloir quelles étaient un peu tes hontes? Comment est-ce que tu te sentais par rapport à ça? Je me sentais honteuse, hein, comme je t'ai dit, je me sentais honteuse d'avoir une vie différente. Je me sentais pas capable de pouvoir raconter comment j'ai grandi, avec qui j'ai grandi. Je me sentais pas capable de pouvoir raconter combien de médicaments je prenais par jour pour gérer la douleur. Je me sentais pas capable de dire que j'étais assistée pour des missions simples de l'humain. Je me sentais pas capable de rentrer dans tous ces détails. Peut-être qu'inconsciemment, je voulais oublier, en fait. Ok, ça c'est derrière, j'ai pas envie de revenir dessus. Encore, quand j'en parle aujourd'hui, j'ai les émotions qui reviennent parce que du coup c'était intense, c'est parce que j'en parle pas souvent. Mais je me sentais pas capable pour moi d'être ce que j'ai vécu. Pour moi jusque-là c'était une honte. Comment ça, t'as pas réussi à passer cette plaque? Comment ça, t'es resté des années sans marcher? Comment ça, t'as le corps marqué? Je me sentais pas capable émotionnellement de gérer tout ça. T'as culpabilisé, tu t'en es voulu? Oui, aujourd'hui. Est-ce que plusieurs fois tu t'es dit j'aurais dû enlever mes skis et pas rentrer par ce hors-piste? Tu as refait cette scène? Je l'ai refaite cette scène parce qu'en plus, ma mère ne voulait pas que je parte à cette classe de neige. Et moi, j'ai insisté. Elle te l'a reproché? Oui, avant le départ, enfin, je sais pas si elle me l'a reproché parce que nos liens ne sont pas assez intimes pour pouvoir se poser ce genre de questions. Mais en tout cas, dans mes souvenirs, je sais qu'elle ne voulait pas que je parte à cette classe de neige. Et j'ai insisté parce que toutes mes copines y allaient et j'avais pas envie de me retrouver seule au collège, mise dans une classe à part. Et donc, du coup, j'ai insisté pour aller à cette classe de neige. Et donc, je me suis souvent posé la question, est-ce que si j'avais pas insisté, du coup, est-ce que ma vie aurait été meilleure? Et aujourd'hui, du coup? Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de hasard, que tout est parfait, que si je suis passée par là, c'est ce qui me rend unique, authentique, c'est ce qui fait mon histoire, ma force, et c'est ce qui fait de moi aujourd'hui une femme déterminée. Je comprends aujourd'hui pourquoi je suis hyperactive, je comprends pourquoi je fuis les pessimistes, je comprends pourquoi la fainéantise m'irrite, je comprends pourquoi les personnes qui se trouvent des excuses, qui font les victimes à longueur de temps, pourquoi tous ces gens-là, j'arrive pas à les comprendre, c'est parce que j'ai cette image de personnes qui ont beaucoup moins et qui réalisent beaucoup plus. En grandissant, en développant dans ta vie de femme, tu le disais, du coup, j'imagine que ça a eu une incidence sur ton rapport au corps, sur ton rapport à ton corps, sur ton amour, j'imagine, de ton corps en tant que femme. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu, du coup, des retours d'expérience, des anecdotes, des situations de vie que tu as vécues ou t'as pas osé, où tu t'es sentie différente, où cette expérience a continué à impacter sur ta vie? Oui, bien sûr, évidemment. En fait, mon corps, je l'ai détesté. Je l'ai détesté. Je ne me suis pas respectée. Je l'ai pas respecté lui-même. C'était pas l'amour fou entre mon corps et moi. C'est récent. C'est la nourriture. Tu mangeais émotionnellement. Oui, c'est la nourriture, c'est mes relations avec les hommes. Je me sous-estimais.
J'ai souvent fait en effet l'effet yo-yo. Je passe mes émotions dans la nourriture, donc du coup parfois j'ai été très très grosse. J'ai déjà été j'ai déjà presque atteint les 100 kilos, mais pour moi c'était une punition que je lui infligeais, c'était ok. Et puis dès que ça allait mieux émotionnellement, bah, du coup je reprenais le sport et je mangeais mieux. Mais je lui ai souvent fait du mal à mon corps. Aujourd'hui ça va mieux, mais je lui ai fait mal. J'ai été très mauvaise avec lui. Tu as réussi à t'ouvrir à quelqu'un un jour et lui raconter ton histoire, un homme, une femme, le faire rentrer dans ta vie et justement, la première fois que tu as créé une vraie intimité avec quelqu'un, comment ça s'est passé? Quelles sont les barrières que tu as dû dépasser? Non, je me suis jamais assise avec quelqu'un et raconter mon histoire, comme je le fais avec toi. Je, je me vois pas m'asseoir dans un canapé. Ok, je suis prête à répondre à tes questions. Enfin, je me voyais pas. Je l'ai jamais fait. Je, non. T'es en train de me dépuceler, c'est génial. Oui, oui. Et t'as jamais eu une relation amoureuse sérieuse qui t'a amené à cette situation? Jamais? J'ai déjà une relation sérieuse parce que j'ai 2 garçons aujourd'hui, donc j'ai été mariée, maintenant je suis divorcée, donc c'est ma seule relation vraiment sérieuse. Il est au courant de mon accident, mais je suis jamais rentrée dans les détails. Il sait que j'ai eu un accident, il sait que j'ai passé des années au centre de rééducation, mais là, les détails que je te donne sur mon état émotionnel, sur mes objectifs, sur comment je me sentais seule, sur... Non, 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 c'est pour Même moi, avec ça me lui, revient. t'étais honteuse? Même avec lui, tu n'osais pas? Pardon? Même avec lui, tu étais honteuse? Même avec lui, tu n'osais pas t'ouvrir? Tu n'osais pas Ben, en fait, je partager? pense que déjà, j'étais honteuse en partant avec moi tout d'abord. C'était la honte partait de moi. Donc déjà avec moi, la communication avec moi-même ne se faisait pas. J'avais du mal à revenir sur l'histoire. J'avais du mal à mettre des mots sur mes mots. Donc non, déjà, il fallait que la communication se fasse avec moi. C'est parce que en ce moment, je fais un travail sur moi que j'arrive à extérioriser. Mais il y a encore quelques mois, c'était impensable. Donc je suis contente de ce que je suis en train de faire avec toi et je te remercie de m'accompagner dans ce sens. Comment est-ce que tu as appris à aimer ton corps? À travers Progressivement? le sport, beaucoup de Ouais, sport. Plus je fais du sport, pardon, pas de problème. plus je vais faire de sport, plus je vais voir mon corps se transformer et plus je vais sentir surtout ma jambe se renforcer. Donc, si ma jambe Hmm. se renforce, je ne boite pas. Si je travaille ma mobilité, eh bien, du coup, je suis plus à l'aise au quotidien. Et en fait, dès que j'arrête le sport, tu vois, par exemple, avec le confinement, bon, le premier confinement, je me suis défoulée à la maison, mais celui-ci, j'ai pris un peu plus de recul avec le sport et tout de suite, j'ai senti une prise de poids, j'ai senti que j'avais mal à la jambe, j'ai senti que j'avais du mal à me baisser. Donc, en fait, le sport, c'est devenu un essentiel et c'est aussi ma façon de m'aimer. Quand je fais pas de sport, je me sens moins, je m'attire moins personnellement, j'ai plus de mal à me regarder dans un miroir, donc c'est devenu mon essentiel. Raconte-nous l'intimité. Comment est-ce que tu as réussi à surpasser tout ça pour créer une vie intime, pour créer une vie amoureuse? Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a permis de passer au-dessus de tout ça? Euh, euh, alors, dans Ah, l'intimité, je je cherchais sais, encore. question compliquée, hein, je le sais. Non, mais dans l'intimité, je cherchais encore jusqu'à peu de temps, tu vois. Si on part, si par exemple je dois mettre des tenues, ça va toujours être des tenues qui vont cacher mes cicatrices. Ok. Euh, j'aurai toujours une petite pensée là dans ma tête qui va faire, ok, par exemple, même si je m'assois, tu vois, si on s'assoit sur un canapé, il y a toujours cette pensée dans ma tête, que, ok, installe-toi là, parce que de cet angle-là, il ne verra pas ta cicatrice. Il y a toujours cette petite gêne, même si elle est moins prononcée qu'il y a quelques Hmm. mois ou quelques années, il y a toujours cette petite gêne. Donc, c'est encore un exercice en cours de progression. Je progresse dessus. Mais il y a encore cette gêne. Si je dois parler d'intimité, euh, c'est T'es pas pas en encore. full acceptation, quoi. Non, mais c'est en cours. C'est en cours. Le premier homme, du coup, parce que visiblement, t'es hétéro, le premier homme, comment ça s'est passé? Quand tu as dû te dénuder, montrer ta jambe, comment tu as vécu ça? Écoute, si on doit parler d'intimité intime, il y a des Oui, choses que je ne peux pas faire. Il y a des choses que je ne peux pas faire parce que j'ai oui. un manque de mobilité. Donc Mhm. ça, c'est une gêne aussi que j'ai eue dans ma démarche envers la gente Vers les masculine hommes? parce que je me Mhm. crée des barrières. Je me crée des barrières. Je me créais des barrières.
dans le passé. Donc, du coup, à cette première relation. Et donc, ça aussi, ça a été gênant pour une adolescente de grandir et de voir ses amis grandir d'une certaine manière et moi de grandir différemment avec les hommes. Mais c'est OK aujourd'hui. Parce que du coup, c'est un travail général, parce que du coup, je suis plus à l'aise avec mon corps, parce que du coup, je travaille sur ma mobilité, donc du coup, ça se traduit avec mes relations Par un en général. mieux-être, bien sûr. Et à ce moment-là, du coup, à ce moment-là, tu trouves le courage en te disant, ouais, il faut le faire, il faut avancer, il faut que je me lance, quoi. Il faut que je sois, moi aussi, il faut que j'ai une vie amoureuse, moi aussi, il faut que j'ai une vie intime. Oui, alors, bon, Tu prends ton la courage à vie deux mains. intime. Parlons de la vie intime. Non, c'est pas mon objectif principal dans mon quotidien, mais j'imagine que celui qui rentrera dans ma vie, du coup, sera OK avec mes cicatrices, sera OK avec mon manque de mobilité. Et je me suis fait un engagement personnel, c'est d'être le plus honnête possible, en tout cas avec cette prochaine personne, pour être en toute transparence sur mon passé. Et ça fait partie de mon passé. Donc, voilà. Non, mais c'est surtout ce qui m'intéressait surtout par rapport à ça, c'est la jeune femme en fait. C'est la jeune femme qui s'est construite avec cette vision d'elle, avec ses peurs et comment du coup tu leur fais face et comment tu avances. C'est surtout ça qui même, je pense, pour toutes les nanas qui nous regardent, qui d'une façon ou d'une autre ont un regard sur elles-mêmes négatif ou avec des complexes ou avec une certaine forme de honte. Euh, Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une opération finalement qui te laisse des cicatrices pour avoir des cicatrices mentales. Mm. Et, et je En me dis fait, oui. qu'on est énormément en fait à passer dans. On est énorme, presque tout le monde d'ailleurs, chacun à son échelle, chacun à sa puissance. On va passer par ce moment où à un moment donné il faut se mettre à nu, que ce soit physiquement ou psychologiquement, et où on est tous terrorisés en train de se dire qu'est-ce que je fous là quoi. Oui, alors ce que je me dis, ce qui m'aide au quotidien, je suis donc je suis. Je suis avec mon passé, je suis avec mes cicatrices, je suis avec mes imperfections, donc je suis. Et la personne face à moi m'accepte comme je suis. Si je pointe pas du doigt mes complexes, peut-être qu'en face la personne ne les verra même pas. Donc je suis, c'est aussi mon mantra. Je suis comme je suis et ça fait partie de mon authenticité, ça fait partie de mon unicité et comme je te dis, moi le sport ça m'aide, mais ça peut être d'autres choses, mais en fait d'avoir cette routine, finalement, bah, tu vois les marques je les ai toujours, le passé j'ai toujours, le manque de mobilité je l'ai toujours, mais en fait ça m'aide psychologiquement à vivre ce mantra, je suis donc je suis. Voilà, on est tous différents. Je n'ai pas l'impression d'avoir autour de moi des personnes parfaites. Au contraire, on a tous, même à tes yeux, quand tu trouves quelqu'un de parfait, il y a toujours quelque chose à pointer du doigt. Je suis donc je suis. Acceptez-moi comme ça et c'est parfait. À quel point ça a été une entrave dans ta vie de maman? Est-ce que tu as ressenti une limitation dans ta vie de maman? Tu disais que tu avais deux fils, c'est ça? Alors, ça ne me gêne pas au quotidien. Par contre, ça m'a gêné pour les accouchements. J'ai dû faire 2 césariennes parce que avec ma hanche, j'aurais pas pu supporter un accouchement par voie basse. Normal. Donc j'ai subi 2 césariennes. Ça a été lourd, ça? Donc, Tu aurais aimé accoucher par voie normale ou c'était OK? C'était OK. De toute façon, je voulais pas prendre le risque. Déjà, j'avais pris beaucoup de poids pendant mes grossesses, donc c'était OK. Qu'on les sorte d'une manière ou d'une autre. Le tout, c'était que je puisse surtout ne pas toucher à ma hanche. Donc ça a été le... Ils ont quel âge tes chéris? Ils ont 10 et 8 ans. S'il te dit qu'il part en classe de neige, comment tu réagis? Mais je me suis déjà souvent posé la question, et même pour aller plus loin, je me suis déjà posé la question si j'allais pouvoir partir moi avec eux en classe de neige. Parce qu'il faut savoir que je suis pas repartie au ski depuis toutes ces années. Voilà, alors qu'au ski, on peut faire plein d'autres choses, ne serait-ce que rester au bord de la piste, mais rien que l'idée de voir de la neige, il y a quelques années à Paris, on a eu des événements où il y avait, où toutes je sais pas si tu te souviens, les autorités étaient fermées, il y avait de la neige partout, on glissait en voiture, c'était une catastrophe. Et moi-même, au fond de moi, j'étais terrorisée de
voir toute cette neige. Donc déjà, ma première question, c'est de moi, est-ce que je vais pouvoir retourner en classe à la neige avec eux? Et ensuite, oui, s'il y a une occasion qui se présente à eux, je les enverrai. Et si une occasion demain se présente à moi de partir en classe de neige, eh bien, je pense que j'irai aussi parce que ce sera peut-être une manière pour moi d'avoir moins peur de la neige. Mais tu les laisserais partir du coup, sans Oui, peur? oui, je les Ouais. laisserai partir. En fait, mon histoire n'est pas la leur, donc ils vont créer leur histoire et autant, si demain ils se prennent de passion par ce sport et qu'ils veulent même exceller dedans, Imagine, pourquoi ça pas? serait incroyable. Ce serait incroyable, oui, oui, mais mon histoire est incroyable, donc je suis OK pour continuer de la vivre avec eux. Tu Non, leur as je ne les raconté à tes freinerai pas. enfants? Qu'est-ce que tu leur as dit à tes enfants? Par rapport à mon accident, Ouais, par rapport à ton accident, par rapport à la vie, du coup, parce que forcément, ton histoire t'a donné des valeurs, t'a donné une vision. La vie que. Alors, bon, il a 10 ans, mais admettons, il aurait 13 ans, vous n'auriez pas du tout la même enfance. Et quel est ton rapport, du coup, toi, ta relation avec tes enfants, dans leur liberté, dans comment est-ce qu'ils grandissent, dans ce que tu veux qu'ils vivent, dans ce que tu veux leur alors je transmettre? pense éduquer mes enfants en conscience. Mes enfants ont le droit de penser, mes enfants ont le droit d'être. S'ils veulent, ils veulent. Ils veulent pas, ils ne veulent pas. Je leur impose pas. Leur histoire, c'est leur histoire. On a des conversations très intenses, très profondes avec mes fils. Je leur parle de tout Hmm. et de rien. Je les laisse exprimer leurs émotions. Et au contraire, plus ils les expriment et plus j'ai l'impression de réussir ma mission de mère. Je vais rarement leur dire OK, c'est comme ça et pas autrement. Je vais plutôt aller dans la question ouverte et pourquoi tu ressens ci et pourquoi pas l'inverse. En fait, voilà, j'ai l'impression qu'ils ont une grande liberté. Aujourd'hui, mon plus grand qui a 10 ans, quand je parle avec lui, moi, à son âge, j'avais pas l'impression de parler aussi bien. Donc vraiment, j'aime dire que je les éduque en conscience. C'est vraiment, voilà, ils sont et ils ont le droit d'être et de penser et de refuser et d'exprimer leurs sentiments, leurs émotions. Et voilà, je les accompagne. Je suis là par sécurité pour pour veiller sur eux, sur leur sécurité. Mais voilà, je ne veux pas qu'ils deviennent un mini-moi ou un mini leur papa. Ils sont eux à part entière. Est-ce que maman leur a raconté son histoire ou pas? Est-ce que, pardon, Est-ce que tu leur as raconté ton histoire? mon histoire, un jour peut-être, je leur raconterai mon histoire. Ils ont des brides, tu leur as dit, parce que j'imagine que maman, elle peut pas jouer au football avec eux. J'imagine que maman, Comment il y a ça, plein de maman, trucs elle peut qu'elle pas fait jouer au pas. football avec eux? Maman, elle fait tout. Maman, Maman, elle maman, escalade pour elle aller fait chercher tout. la balle de basket qui est perchée sur le panier. Non, non, je peux jouer au foot. Au contraire, ils me challenge à me dépasser. Donc, ils savent que j'ai eu un accident. Ils savent également que je suis à mobilité réduite, mais en fait, en même temps, ils ont une image de moi, d'une mère courageuse, forte, et tu vois, le fait que j'aille aux entraînements plusieurs fois par semaine, ça, ils le voient également. J'ai vraiment envie si je dois leur partager quelque chose, c'est vraiment ça, c'est rester en action. Voilà, si tu veux quelque chose, il va falloir que tu te donnes les moyens d'y arriver. Si Noan, par exemple, le plus grand, me demande de lui acheter quelque chose qui, voilà, je sais pas, quelque chose lié au foot ou une console ou quelque chose, et sûrement dans ma tête, je sais qu'il l'aura, mais c'est OK, tu le veux, mais comment tu peux l'avoir? Pourquoi tu devrais l'avoir? Ça, on essaie toujours d'ouvrir le dialogue Hmm. et voilà. Et du coup, tu disais, il y a beaucoup de gens de ta vie qui te connaissent et peut-être depuis des années et qui savent pas, qui sont pas au courant. Donc j'imagine que tu dis quoi? Tu dis, voilà, j'ai une mobilité réduite et point barre, et tu rentres pas dans les détails. Euh, Non, mais ça même pas. C'est au CrossFit. Ça se voit un peu plus qu'ailleurs, mais je vais pas l'aborder ce sujet. Et encore, même il y a parfois, des je peux gens, fuir. il y a des gens de ta vie qui ont aucune idée. Il y a des gens de ma Euh, vie, il y a des gens de ma vie qui vont découvrir mon histoire avec ton interview. Oui. Je pense même 70% des personnes de ma vie vont découvrir mon histoire avec ton interview. et quoi, des fois, tu t'es déjà dit, je vais le dire? Est-ce qu'il y a des fois, qu'est-ce que t'as pas envie? T'as pas envie d'être jugé, t'as pas envie d'être catalogué, t'as pas envie qu'on te mette une étiquette? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que des fois tu y penses et tu gardes les paroles dans ta bouche?
Comment ça se passe? Non, alors pensez à le dire, ça m'arrive très rarement. Et en fait, je n'en parle pas parce que j'ai pas envie de repartir dans le passé, de devoir raconter mon histoire. En tout cas, je n'avais pas envie. Parce que je pense que niveau émotion, je suis encore sur le fil. J'étais un peu sur le fil. Donc du coup, de replonger dans le passé, de pouvoir mettre des mots sur tout ça, j'avais pas envie. Donc du coup, j'aborde pas le sujet, je le fuis. Dès qu'on va me poser une question, la dernière fois récemment, j'ai mis une jupe, on m'a demandé ce qu'était la cicatrice. J'ai abordé rapidement le fait que je me suis fait opérer dans le passé, mais sans plus, je vais pas rentrer dans les détails et puis je vais vite changer de conversation. Donc non, les gens ne peuvent pas se douter du tout, vu que moi-même, je fuis la communication avec moi-même, donc ça ne transpire pas que j'ai un message derrière tout ça. Tu penses que cet ego, cette autodéfense, peut-être même que tu as construit à ne pas vouloir en parler, à ce que les gens ne le voient pas, est-ce que ça t'a aidé à finalement à avoir une vie 100% valide, comme tout le monde, normal? En tout cas, ça m'a aidé dans ma conversation, ça m'a aidé à prendre le temps d'accepter avec moi-même d'abord. Aujourd'hui, parce que je me sens OK avec la situation, avec mon passé, avec mon histoire, avec ma santé, avec mon authenticité, mon unicité, OK, je me sens. Donc maintenant, je me sens prête à le partager. Mais si il y a 5 ans en arrière, c'était pas du tout envisageable. Donc ça m'a laissé plus de temps pour vivre le process avec moi-même. Et à te battre finalement, quoi, pour avoir cette vie que tu voulais, quoi. Oui, voilà, un exemple tout simple. Souvent, on me dit, ah oui, toi, tu es toujours en action, tu as toujours plein de projets. J'ai envie de leur dire, mais oui, mais en fait, moi, c'est parce que j'ai été bloquée pendant plusieurs années et que j'avais envie de les réaliser, ces projets que je pouvais pas. Maintenant que je peux, bah, laissez-moi tranquille, quoi, j'y vais. Et ça, en fait, je vais le penser, mais je vais pas le dire. Hmm. Enfin, c'était avant, maintenant, je vais Est-ce pouvoir. qu'il y a des fois où tu t'es senti vraiment limité euh, et ça t'a shut down un peu, tu vois? Est-ce qu'il y a des fois vraiment où tu as vécu ça comme une limite, comme une frustration, que ce soit en termes de communication ou en termes d'action, et que vraiment t'as pas pu faire quelque chose, que t'as pas su Oui, dépasser? je le ressens souvent au sport. Je le ressens souvent au sport. En fait, l'année dernière, j'ai voulu m'inscrire à des compétitions de CrossFit. Et en fait, il y a des mouvements que je vais mettre plus de temps à passer, ou peut-être que je passerai jamais. Mais en fait, je vais continuer de travailler dessus. Peut-être qu'au lieu de les passer comme un niveau élevé, bah, je vais les passer à moitié. Mais en tout cas, je m'arrêterai pas à l'échec. Mais oui, c'est surtout au niveau du sport où je ressens ma différence. Me dis pas que tu fais du one leg squat quand même. Tu sais, J'ai pas compris. du squat à une jambe. T'arrives pas à faire du squat à Non, une je fais jambe pas quand de même. squat à une jambe. Mais par contre, quand par exemple, si tu veux qu'on parle du squat, quand je fais un squat, on voit que on voit que ma hanche part à gauche d'une façon différente qu'un autre. Hmm. En fait, quand je me filme, si je me filme de dos, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui est différent au niveau de ma hanche. Et c'est Mais pour tu ça, pareil, squattes. pardon, Mais tu squattes. mais je squatte. Mais par contre, si je me filme même quand je vais me positionner dans la salle de sport, je vais me mettre dans un angle qui me correspond où je sais qu'on ne me Hmm. verra pas de Ok, dos. je comprends. Aujourd'hui, si tu devais faire un peu la rétrospective de ton parcours, c'est quoi les trois plus grandes opportunités derrière ton accident? C'est quoi les trucs incroyables qui t'ont arrivé dans ta vie grâce à ça? Je suis désolée, ça a coupé. J'ai pas entendu la fin de ta question. Je te disais, c'est quoi les trois grandes opportunités, les trois trucs incroyables qui te sont arrivés dans ta vie grâce à ça, grâce à ton accident? En fait, je pense que toutes les plus grandes opportunités, les premières déjà, la première, ça a été le fait d'oser quitter la France pour aller vivre d'aller vivre à Londres. Hmm. Parce que le jour où j'ai pris cette décision, c'était vraiment parce que j'avais envie de voir du paysage et c'était 100% lié à mon histoire. Euh, T'avais peur et tu penses que ton combat t'a donné cette capacité de braver la peur? et ce combat m'a donné la force de partir là-bas sans famille, sans parler anglais, sans avoir de job, à l'aventure. Hmm. Euh, c'est ça qui m'a donné la force. C'était mon objectif numéro un. Ensuite, l'autre opportunité, ça a été le marathon de Paris. Parce que j'ai couru ce marathon de Paris, eh bien, je me suis sentie
pendant 4h20 comme les autres. Donc, du coup, je me suis dit que si j'ai pu réaliser cet objectif et me sentir OK comme tout le monde, eh bien, ça m'a permis aussi de découvrir d'autres sports comme le CrossFit. Ça m'a permis de sauter en parachute. Ça m'a permis de partir, de faire du canyoning avec les copines cet été. Ça m'a donné confiance en moi sur mes capacités sportives. Et ensuite, voilà, en fait, j'ai envie de mettre toutes mes réussites sur ce compte parce que c'est vraiment ce qui me donne la force au quotidien, en fait. C'est ce qui me rend puissante. Je commence à comprendre quelle force ça peut me donner d'être aussi authentique et d'avoir ce lourd passé. Et c'est vraiment, je me sens, tu vois, en t'en parlant, je me sens invincible, puissante. Je me sens dans la capacité de partager un message positif grâce à mon expérience et je me sens légitime de pouvoir inspirer les autres à réaliser les rêves parce que ça fait partie de mon quotidien. Et ça, c'est vraiment l'objectif numéro 1 que j'ai eu en sortant du centre. C'était OK, maintenant que je suis là, maintenant que je sors, mais ma vie, ce sera mon rêve. Et encore aujourd'hui, des années plus tard, c'est mon objectif numéro 1. Et parce que je le vis, eh bien, je pense pouvoir inspirer les autres et c'est vraiment ma mission de vie. Donc, tout est lié finalement. Si tu te retrouves face à cette plaque de verglas à nouveau, tu peux retourner dans le passé. Un jour, Dieu te réveille pendant ton sommeil et te dit, voilà, Aude, on peut rejouer la cassette. Tu peux choisir de faire les choses différemment. Qu'est-ce que tu choisis? Je revivrai tout pareil. Je revivrai de la même manière. Je revivrai de la même manière parce que je me sens tellement apaisée aujourd'hui que ben, sans tout ça, sans le process qui s'est déroulé, sans voilà, chaque étape de ma vie, ben, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Donc non, je revivrai tout de la même manière. Avec une belle émotion en tout cas. Super, en tout cas, merci à toi d'être venu partager tout ça avec nous. Très inspirant, très puissant. Je suis content du coup que tu nous donnes l'opportunité de partager ton message et de te livrer à nous. Merci pour cette vulnérabilité, cette authenticité. Merci d'avoir accueilli mes questions, parfois un peu pas faciles, on va dire, à aborder. Et on va suivre, on va mettre le Instagram juste en dessous pour que les gens puissent te suivre eh bien, ton émancipation peut-être encore plus, ta libération et puis cette inspiration, cette force. Moi, je suis persuadé qu'il y a énormément de femmes, d'hommes qui vont nous regarder, qui vont nous écouter et qui vont se dire, qui vont se reconnaître d'une façon ou d'une autre, qui vont se voir et puis peut-être qu'ils vont faire un premier pas. Comme tu as osé, toi, te battre pour le faire. Merci. Eh bien, écoute, Enzo, je voulais te remercier aussi d'avoir accepté mon invitation sur le vif, comme elle a, voilà, aussi rapidement. Merci d'avoir répondu présent à ma demande. Et aussi, je voulais qu'on rajouter que dans toute cette expérience, j'ai eu cette prise de conscience du coup de l'urgence de vie et que une fois quand on a la possibilité de vivre, il était essentiel de saisir cette opportunité d'avoir un souffle nouveau chaque jour. Donc vraiment, j'ai envie de finir en demandant à ceux qui nous écoutent, et c'est surtout le message que j'ai passé à mes filles, c'est vraiment oser vivre, oser rêver. L'urgence de vie, c'est maintenant. On t'a perdu, Aude. Pour mon histoire, pour mon passé. J'ai beaucoup de gratitude pour cette interview avec toi, Enzo, qui sera vraiment un nouveau départ sur ma capacité à communiquer avec moi-même et avec les autres sur cette histoire. Tu m'entends? Ouais, c'est bon. Je t'entends très bien. Reconnecté avec nous. Le moment où tu dis des choses gentilles sur moi, bien évidemment, la connexion, elle coupe. C'est toujours pareil. Tu disais du coup, tu disais urgence de vivre. Tu as dit, c'est l'urgence de vivre. J'ai compris l'urgence de vivre et à partir de là, on a eu un blackout. Ok. Donc, du coup, je disais,
lors de cette expérience, j'ai eu une prise de conscience qui était l'urgence de vie. Donc, j'ai pris conscience de l'urgence de vie, tant que nous avons l'opportunité de profiter d'un nouveau souffle, profiter de la mobilité de nos jambes, profiter de la possibilité d'échanger, des choses simples, de profiter des choses simples de la vie, eh bien, qu'il était OK de pouvoir aussi oser rêver et oser vivre ses rêves. Dans la vie, on a deux options, c'est soit être assis et se plaindre et attendre que ça passe, ou soit se lever et être en action et être à la quête du bonheur et vraiment d'être toujours en action et de réaliser ses rêves. Et moi, j'ai choisi cette deuxième option et j'ai vraiment envie, en passant outre cette peur, d'inspirer ne serait-ce qu'une personne à faire de même. Donc, je te disais, je te remercie. Merci de m'avoir donné cette opportunité, cette interview. Ça marquera vraiment la transition entre avant et aujourd'hui, ma capacité à pouvoir communiquer déjà avec moi-même sur mon passé, en gérant mes émotions, et avec les autres, si ça peut me permettre d'inspirer une personne ou l'autre. Eh bien, merci beaucoup, merci à toi. C'est un vrai plaisir pour moi de le faire. Parce que il y a une vraie sincérité. Il y a une réalité, il y a un besoin avant de le faire pour les autres. On sent que tu le fais pour toi et on sent que tu es dans ton process et que ça te fait du bien. Et c'est un cadeau pour moi. Et derrière, je pense que, comme je t'ai dit, le message est suffisamment puissant et impactant pour réveiller des gens, pour envoyer un peu d'amour à des gens et nous rappeler aussi la gratitude, nous, d'être né avec deux bras, deux jambes, une tête, des oreilles qui fonctionnent bien, un nez qui fonctionne bien, de se rappeler de la chance que c'est. Parfois, on l'oublie beaucoup trop facilement. En tant qu'être humain, hein, on oublie la chance que l'on a tous les jours. On oublie le ticket quand on se réveille le matin. Et puis, à tous les autres qui n'ont pas forcément cette chance, qu'il y a une lueur au bout du tunnel. Et ça, je pense que je suis très content et très fier, en tout cas, de pouvoir partager ce message. Et puis, tu sais, tu parles du ticket. Je suis arrivé en retard aussi. Bon, les gens ne le savent pas, mais moi, je suis arrivé en retard ce matin pour faire ce meeting parce que ma mère vient de sortir de l'hôpital et elle va rester avec nous. Et ça, c'est très cool, tu vois. Et l'urgence de vivre, je le ressens beaucoup là. Beaucoup. Donc, tout est parfait. Tout est parfait. Merci Enzo. Merci pour ce... Merci. Merci à toi. Merci à toi Enzo. Allez suivre notre fraise sucrée sur les réseaux. On se donne rendez-vous dans de prochains épisodes. Merci, Laissez Enzo. des commentaires juste en dessous. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis, on continue de partager la lumière et puis de réaliser nos rêves parce qu'il y a que ça d'important. Merci beaucoup, Enzo. Je t'aime fort. Bisous à tous. Bye. Ciao. Merci beaucoup à Aude, les amis, c'était un vrai plaisir de découvrir son histoire, qu'elle la partage pour la première fois avec nous. J'ai pas pu me retenir, j'ai fini cette interview avec les larmes aux yeux, énormément d'émotions. J'espère qu'à vous aussi, ça vous a filé la chair de poule, ça vous a donné envie de vous réveiller, de vous bouger et utiliser cette énergie pour passer à l'action et réaliser vos rêves de gosse. On se donne rendez-vous dans une prochaine interview, les amis. Laissez un like, mettez en commentaire un maximum d'amour pour Aude et puis pour la prochaine personne que l'on va interviewer sur le podcast. Découvrez dans la description juste en dessous notre nouvelle formation gratuite Réveiller le leader qui est en toi. C'est toutes mes méthodes pour réveiller ta motivation intrinsèque et impacter ta vie et tes projets. C'est dispo juste en dessous. On se donne rendez-vous juste après. Ciao les amis, à plus tard.